Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on cherche encore et toujours des solutions. Le Monde, la France en quête d'une coalition contre le I. Le Figaro, la France à la pointe du combat contre Daesh. Mais la Croix s'interroge, la France sur trop de fronts. Le Parisien regarde du côté de nos voisins, frontière, la faille de l'Europe. Et Libération scrute la France elle-même, attentat, le terreau salafiste. Et pendant qu'on s'interroge sur la libre circulation des hommes, la libre circulation des capitaux reste déterminante. L'opinion, finance de Daesh, l'autre guerre asymétrique. Et puis il y a la variante légale de la circulation des capitaux, les Échos, le méga exil fiscal d'un géant de la pharmacie. Le mot du jour, Natacha, c'est sans doute coalition. Mais oui, tous les journaux ce matin évoquent les efforts de François Hollande auprès de nos alliés américains, anglais, pour penser les contours d'une coalition cohérente. Mais en fait, c'est au détour de quelques articles que l'on comprend à quel point la définition même de cette coalition et de ses buts de guerre est encore très loin. Ainsi, Libération centre son article sur cette fameuse stratégie russe qui consisterait à renforcer Bachar al-Assad en pilonnant non pas l'État islamique, mais l'opposition syrienne libre. Mais dans le Figaro, Georges Malbruno est un petit peu plus précis. Il n'y a aucun débat, explique-t-il, sur le point de savoir si Daesh et la branche locale d'Al-Qaïda, le front Al-Nosra, sont des cibles des bombardements russo-américano-français. En revanche, le débat est vif autour de deux autres factions islamistes, Ahrar al-Sham, salafiste proche du Qatar, et Jaïch al-Islam, l'armée de l'islam pro-saoudienne. Georges Malbruno explique que ces deux groupes dominent le reste de l'insurrection, cette fameuse rébellion qu'il faudrait épargner. Le Qatar et l'Arabie saoudite se sont d'ailleurs appliqués à les policer, ce qui n'a pas empêché un chef d'Ahrar al-Sham d'applaudir aux attentats de Paris. Alors oui, la définition d'une coalition et de ses véritables ennemis, tous ses ennemis, ça n'est pas gagné. La radicalisation entre fantasme et réalité dans l'IB. Oui, Libération s'interroge à son tour sur ces mouvements salafistes qui se développent un peu partout en France. Le journal se pose la question, le salafisme, antichambre du djihadisme ? Oui, car le salafisme serait devenu, selon l'IB, une cible tout indiquée pour les politiques. Mais le philosophe et sociologue du fait religieux, Raphaël Liogier, entend nous rassurer. Plus on est fondamentaliste, explique-t-il, moins on glisse dans l'action terroriste. Oui, finalement, ces imams radicaux qui expliquent aux enfants qu'écouter de la musique les transformera en porc ou en singe, il faut les écouter et décrypter leur discours, nous dit-il. Ils ne font que prêcher sur la rigueur des mœurs et méprisent l'action violente considérée comme impure car trop moderne. Alors bien sûr, concède le philosophe, les prescriptions de ces imams ne sont évidemment pas audibles pour un occidental qui a vécu les années 70 et les libérations de l'époque, la libération de la femme, de la sexualité. Rien à voir, mais les Échos nous expliquent dans un petit article que le CNRS s'inquiète de la décrépitude des études consacrées au Moyen-Orient, à l'islamologie, au monde musulman. Son président vient d'adresser un appel à proposition à 115 000 scientifiques pour les mobiliser sur tous les sujets pouvant relever des questions posées à nos sociétés par les attentats. On pourrait suggérer un travail sur la destruction de la communauté nationale par la tolérance envers le salafisme et issu d'un islam radical hostile envers le mode de vie français. Et puis on enverra les résultats à Raphaël Liogier. Et si tout cela avait à voir avec le climat ? Alors oui, ça c'est un débat par journaux interposés dans Le Monde. Une tribune de Naomi Klein et un article de Stéphane Foucard évoquent une thèse élaborée par certains chercheurs depuis une dizaine d'années expliquant qu'il y aurait un lien entre le dérèglement climatique et les déstabilisations politiques. Ainsi, la Syrie aurait subi entre 2007 et 2010 une sécheresse hors norme provoquant la ruine de centaines de milliers d'agriculteurs. Dans un rapport de mars 2008, on trouvait identifier plusieurs zones sensibles au réchauffement, Mésopotamie, Yémen, Sahel. Toutes, nous dit Stéphane Foucard, ont depuis basculé dans l'instabilité. Mais dans l'opinion, Bruno Tertrais balaie la thèse d'un coup de plume. Les facteurs politiques et humains sont bien plus importants, dit-il. En Syrie, c'est l'incurie du pouvoir dans la gestion de la crise agricole qui est en cause. Oui, mais pour autant, venir nous expliquer qu'il n'y aura pas de guerre pour l'eau parce qu'il n'y a jamais eu de conflit majeur dans lequel l'eau était l'enjeu central, ça laisse un peu perplexe. Pour imaginer l'avenir, il faut aussi être capable de le penser comme radicalement nouveau. Dis donc, vous n'auriez pas quelque chose d'un peu sympa, sinon ? Oui, je vous emmène en Mayenne. Parce que c'est très beau, la Mayenne, c'est d'abord. Vrai. Et ensuite, parce que le magazine Néon consacre
consacre un reportage à des compétitions d'un genre un peu particulier, et en l'occurrence ça se passe en Mayenne cette fois-là, le Moissbat Cross, ou cross de moissonneuse-batteuse. Des machines bricolées, tunées, lancées dans des courses ou des acrobaties sur 2 roues, avec des jeunes gens qui vivent pour leurs machines. C'est des monstres de 15 tonnes, de plus de 4 mètres de haut. Alors à la sono, il y a Michel Thor, Frédéric François, et puis autour du terrain, il y a des familles, des amis qui se serrent les coudes, qui parlent crise agricole, prix des matières premières alimentaires, et qui viennent là pour se sentir moins seuls. On termine avec des petites annonces ? Oui, c'est aussi dans Néon qu'on trouve un recueil des meilleures petites annonces du Bon Coin. Alors par exemple, des tests de grossesse positifs. J'ai vu certaines femmes utiliser ce procédé pour que leur conjoint les demande en mariage, argumente la vendeuse. C'est bien, non ? Il y a aussi un cochon apprivoisé, alors absolument énorme. Merci de ne pas le manger, dit l'annonce. Une collection de 17 cuvettes de toilettes usées. Un dentier d'occasion qui n'a servi que pour 17 repas. Un déguisement de migale. Et puis, le clou, une paire de chaussons présidentielles récupérée le 12 février 2009 par le service de chambre dans la suite de l'hôtel Concorde Resort à Marseille, là où avait séjourné Nicolas Sarkozy. Je cite l'annonce, l'objet a vraisemblablement été porté, un poil brun est présent sur le flanc gauche du chausson, poil lui ayant probablement appartenu. C'est bien, hein ? On trouve de tout sur Internet. Tout ça, tous ces trucs-là, et puis des vidéos de prêcheurs salafistes qui expliquent que les femmes doivent rester chez elles et obéir à leur mari. Alors finalement, je préfère les chaussons présidentiels. Vous avez misé, vous avez fait grimper les enchères, non ou pas ? Pour l'instant, c'est 1 euro ou un échange avec un iPad pour le fils de la vendeuse. D'accord. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.